passer à la présentation de la docteure Francesca Bosisio, qui va nous parler du don d'organes, plus facile à dire qu'à faire. Donc, Francesca a fait des études en psychologie ici à l'Université de Lausanne et après elle a commencé son doctorat en psychologie de la santé. Donc, sa thèse, elle a été soutenue par le rectorat dans le cadre de l'appel à projet Vivre ensemble dans l'incertain. Et après sa thèse, elle est devenue chef de projet au Centre interdisciplinaire d'oncologie du CHUV. Et en parallèle, elle collabore avec la plateforme interdisciplinaire d'éthique, Ethos, à l'UNIL. Elle s'intéresse toujours à ces liens entre les savoirs et la société. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous présenter quelques statistiques qui sont un peu partout dans l'espace public en ce qui concerne le don d'organes. La toute première, 80% des personnes en Suisse se disent favorables au don d'organes. Lorsqu'on demande combien de celles-ci ont une carte, on tombe rapidement à 1 sur 10. Et ensuite, combien de personnes connaissent la volonté de leurs proches, on tombe à 4 sur 6. Cela montre bien la difficulté d'expliciter une décision, que ce soit par le biais d'une carte ou par le biais d'en parler à ses proches, qui sont deux des axes de la promotion de l'Office fédéral de la santé publique. Ma thèse s'est interrogée... Alors, j'ai oublié quelque chose. Cela, il faut aussi savoir que la Suisse possède 10,42 donneurs décédés par million d'habitants, qui ont fait l'un des États en peloton de queue de l'Europe, à côté de la Grèce. Donc, la question de recherche que je me suis posée, pourquoi ce décalage entre 8 personnes sur 10 en faveur du don d'organes et seulement 1 personne sur 10 ayant une carte et finalement 10 donneurs par million d'habitants. J'ai utilisé pour cela 3 méthodes, un questionnaire d'enquête, 10 entretiens avec des volontaires et des donneurs vivants et des focus group avec 14 médecins intensivistes et 10 personnes tout venant, donc des volontaires. Le don d'organes en quelques items, quelques raisons, vous ne pouvez pas tout lire. Donc, je vais vous présenter les résultats les plus importants. Le premier, c'est que la plupart des personnes interrogées manifestent clairement une certaine méfiance à l'encontre du personnel hospitalier. Donc, parmi les items que vous ne pouvez pas lire, vous verrez « J'ai peur que mes organes... de ne pas recevoir les meilleurs soins si en arrivant à l'hôpital, on découvre que j'ai une carte de donneur. J'ai peur que mes organes puissent être utilisés avant mon décès. J'ai peur que mon corps puisse être utilisé pour la dissection ou la recherche médicale. » D'autre côté, on a des items qui montrent une certaine volonté d'éviter cette décision qu'on peut très clairement lier en principe avec l'idée que c'est plus facile de se dire qu'on n'a pas à prendre cette décision parce qu'on n'est pas en très bonne santé ou parce qu'on est trop âgé, donc une espèce de mécanisme d'évitement psychologique. Lorsqu'on demande quelles sont les réticences à faire le don des organes d'un proche, ce qui apparaît est à peu près similaire, avec une claire volonté de respecter la volonté de la personne décédée. Bien ensuite, des considérations qui sont similaires à celles qui reflètent la non-envie de faire don de ses propres organes. Donc, à l'issue de ces questionnaires, j'ai développé 2 hypothèses. La première, c'est l'évitement de la décision. Donc, la plupart des gens se disent, finalement, je n'ai pas à prendre cette décision, ce qui est très facile. Et la deuxième, c'est une méfiance vis-à-vis de la médecine. La première hypothèse n'est pas très intéressante d'un point de vue pour ma thèse, n'était pas très intéressante pour ma thèse, puisque s'attaquer au tabou social de la mort dépasse largement le périmètre qu'on peut explorer en 5 ans. Et donc, je me suis attaquée à l'exploration de la méfiance vis-à-vis de la médecine. Et pour faire cela, je me suis servie d'entretiens. Les extraits des entretiens montrent un petit peu ce que montre cet extrait, qui est le plus représentatif. Donc, une personne qui dit
Peut-être si les médecins étaient plus empathiques vers les gens, c'est plus qu'un tas de bidoches, une personne, je veux dire en tout cas sur le plan spirituel et social. Tant qu'ils n'arriveront pas à donner un peu de vie à ça, ils gagneraient peut-être aussi en efficacité, c'est-à-dire dans le fait de collecter plus de dons auprès des familles endeuillées. Et cela, pour moi, je vous passe tous les résultats qui confortent cette hypothèse, montre que pour les personnes qui sont interrogées, la personne décédée n'arrête pas d'exister parce qu'elle est morte. Son existence sociale et pour la famille et familiale continue d'exister après que la déclaration de décès a été faite. Et dans ce contexte, le don d'organes défie un impératif social très important qui est celui du repos des morts. Donc, il faut savoir que le corps de la personne décédée est emporté vers la salle d'opération très rapidement après que la famille a pris une décision en faveur du don d'organes. Donc, ce temps n'est pas à la disposition de la famille pour pouvoir veiller son mort. Donc, quelque part, on voit l'existence de logiques. D'une part, des logiques très affectives, celles de la famille, qui donnent suite un petit peu à cette idée que la personne décédée ne termine pas d'exister socialement et du point de vue familial après son décès. Et de l'autre côté, des logiques plus pragmatiques qui sont celles de l'hôpital. Donc les organes ont très peu de temps pour être prélevés et il faut se dépêcher de convoquer les receveurs, prélever les organes, transporter les organes là où ils doivent aller. Ce qui empiète sur le temps que la famille aura pour à passer avec le proche décédé. Cela fait un peu penser à un défaut de traduction, finalement, entre ces logiques affectives. Donc, on se demande finalement, donc j'ai mis des petits nuages avec beaucoup de langues différentes, montre presque assez clairement qu'il y a vraiment une différence de langue entre comment on entend le don d'organes de la famille et comment on l'entend dans le milieu médical. Donc, on peut se demander finalement comment le don d'organes peut se passer. Et là, c'est un extrait d'une dame qui est coordinatrice d'un centre de transplantation qui dit qu'elle apporte à la personne décédée les mêmes soins qu'elle apporte à une personne vivante qui est aux soins intensifs. Cela m'a porté à développer une théorie, qui est celle que je vais vous présenter maintenant, qui est que probablement les mots qu'on utilise pour désigner les donneurs et les receveurs dans le don d'organes ne sont pas tout à fait ceux qui sont utilisés dans l'espace public. Je vous montre l'exemple du don vivant pour vous montrer comment ça se passe quand c'est un peu plus logique. Alors, entre le donneur et le receveur, il y a un lien affectif. La famille, elle est là en support, soit on parle de cette décision, mais elle n'est pas impliquée dans celle-ci. Et puis le personnel soignant joue clairement un rôle d'intermédiaire qui est tout simplement de faire l'acte technique qui permet de donner le rein du donneur au receveur. Dans le don décédé, c'est la famille finalement qui est impliquée dans cette décision. Donc même lorsque la personne elle a une carte de donneur ou elle en a parlé à la famille, c'est la famille qui témoigne de la volonté du donneur et qui est en étroite relation avec le personnel soignant qui doit faire l'acte technique de prélever les organes. Donc, se crée entre la famille et le personnel soignant une relation qu'on saurait mieux de qualifier au sens de la relation anthropologique du don, de donneur, la famille, et receveur, le personnel soignant. Le personnel soignant devient le receveur puisqu'il a su déployer ses logiques affectives lors du soin de la personne décédée. Et donc, on peut se demander si finalement le corps de la personne décédée ne devienne pas l'objet donné qu'on confie aux soignants pour qu'il soit traité avec respect au moment de prélever les organes et puis les donner plus loin à des personnes qui sont anonymes finalement, les receveurs. La conclusion de ma thèse a été que la famille et le personnel soignant jouent visiblement un rôle clé qui n'est pas du tout répercuté dans les discours publics sur la transplantation. Donc, cela me permet de formuler quelques perspectives pour améliorer, finalement, je ne vais pas être trop arrogante, mais qui pourraient améliorer le don d'organes dans le paysage suisse. La première,
serait de valoriser le geste des proches de donneurs en leur laissant plus de place de témoigner de leur expérience. On sait actuellement qu'à cause de l'anonymat, les familles de donneurs sont peu présentes dans l'espace public. On a l'impression de leur faire un tort en les amenant à parler du geste qu'ils ont fait. Or, la plupart des personnes qui ont une carte, qui ont parlé de ce geste à leur famille, décident de prendre une carte pour soulager la famille d'une décision difficile au moment de donner leurs organes. Et donc, la première empathie, qui est des personnes qui sont en faveur du don d'organes, est vis-à-vis de leur famille et de prendre une carte pour être sûr que, pas que leur volonté sera respectée, mais que la famille sera d'accord d'assumer cette décision après leur décès. La deuxième perspective, c'est de valoriser le rôle du personnel soignant qui s'occupe de faire la jonction entre ces logiques affectives de la famille et les logiques pragmatiques hospitalières. Il faut savoir que le personnel médical qui fait ça est soumis vraiment à un gros stress émotionnel. Il s'occupe à la fois du donneur et du receveur, qui sont souvent aux soins intensifs en même temps, l'un parce qu'il est très urgent pour recevoir un organe et l'autre parce qu'il vient de décéder. Et puis les familles aussi peuvent être aussi en même temps à l'hôpital. Elle va switcher de l'un à l'autre. Et eux aussi sont très absents de l'espace public. La troisième possibilité, ça vient des statistiques, pas de ma thèse, c'est peut-être de souligner dans les discours publics qu'on a 20 fois plus de chances d'être un receveur d'organes qu'un donneur d'organes. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on ne pense jamais. Voilà, j'ai fini et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Francesca. Alors, pour des questions? Oui? Non? Soyez pas timide. C'est la deuxième présentation. Il n'y a personne. Oui, merci. Moi, je me demandais juste par rapport à tes perspectives de pistes ou s'il n'y avait pas aussi quelque chose à explorer du côté de la famille après justement le don du corps. Voilà, c'était juste une... Oui, je pense en effet. Il y a des grosses perspectives de recherche puisque la famille, elle est non seulement absente de l'espace public quand on parle du don d'organes à cause de l'anonymat, mais aussi des recherches. Puisque pour contacter les familles, il faut passer par des SAS qui sont donnés d'abord par Swiss Transplant, qui protège l'anonymat des donneurs et des receveurs, fait justement la jonction entre ces deux instances. Et puis voilà, cet anonymat et puis cette idée que les familles il sera douloureux pour les familles de revenir sur le don d'organes d'un proche, fait ainsi que Swiss Transplant donne pas tout à fait l'autorisation de contacter les familles. Dans le dispositif initial, nous avions conçu la possibilité de s'adresser aux familles et finalement nous avions dû choisir une approche un peu indirecte en interviewant plutôt les intensivistes et puis les coordinateurs de dons pour avoir aussi un aperçu de la perspective de ce que vivent les familles. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Sans vouloir prolonger, on est mauvais élèves en Suisse par rapport à l'Europe, aux États-Unis. Mais est-ce que les stratégies de communication, de dédramatisation sont les mêmes ou bien est-ce qu'on est aussi dans une île un peu bizarre où on garde tout ça secret par rapport, par exemple, à l'Espagne qui a beaucoup de donneurs? Oui. Alors, il faut savoir que tout premièrement, l'Espagne, pour atteindre ce nombre élevé de donneurs, elle a en premier lieu réaménagé son système hospitalier pour améliorer la reconnaissance, donc l'identification des donneurs potentiels, et puis améliorer aussi le soutien logistique. C'est là dont je parle quand je dis valoriser le rôle des coordinateurs et tout. Donc, ils ont donné les moyens aux hôpitaux de reconnaître les donneurs. La deuxième chose, c'est qu'en Espagne, ils ont fait clairement des campagnes de promotion du don d'organes, ce qui n'est pas le cas en Suisse. L'OFSP a choisi plutôt, donc plutôt le Parlement a donné mandat à l'OFSP de développer des campagnes qui encouragent une décision éclairée vis-à-vis du don d'organes, mais ni positive ni négative. Donc si vous regardez les campagnes de l'OFSP qui sont en ligne
dans le site, vous verrez clairement que l'idée, c'est plutôt d'avoir une discussion en famille, de signer une carte et puis de prendre une décision pro ou contre, puis que l'une est autant légitime que l'autre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas dit, mais il est évident que Francesca est docteur de la Faculté de Sciences sociales et politiques. Merci beaucoup. Merci.